de FM 98 de la bande FM. Bonsoir à toutes et à tous. Un au-delà du miroir ce soir avec une femme dans les studios. Elle s'appelle Camille Sfez. Elle est spécialiste des sujets du féminin profond, psychologue clinicienne et formatrice. Elle a créé la Tente Rouge de Paris en 2011 et y propose depuis ces années-là différentes activités. On va l'accueillir autour de son ouvrage aux éditions Le Duc pratique, La puissance du féminin. Bonsoir Camille Sfez. Bonsoir Joël. Merci d'être là avec nous ce soir dans les studios. Vous avez une préface de Monique Grande qui est auteure du jeu Féminitude, une exploration des mystères de votre intérieur au souffle d'or, qui dit: voici un livre qui ose parler d'une énergie à la fois convoitée et diabolisée, la puissance féminine. Placés côte à côte, ces deux mots tabous feraient presque peur. Si les femmes sont puissantes, finalement, elles font peur. Oui, mais je crois que c'est une crainte comme ça que peut-être porte l'humanité, porte les femmes depuis un certain temps. Qu'est-ce que c'est une femme qui est pleinement puissante? Et c'est évidemment la question que viennent poser les femmes qui viennent dans les cercles. Qu'est-ce que ça veut dire de renouer avec cette puissance? Comment est-ce que ça va se manifester dans leur vie? Alors vous explorez avec justesse les trois antres de la féminité, la marmite tumultueuse de notre ventre, le creuset mystérieux de notre psyché et la coupe dorée de notre vie spirituelle. Oui, ça c'est les mots de Monique Grande. Oui, pour moi, cette reconnexion à la puissance du féminin, c'est évidemment, bien sûr, d'abord la reconnexion avec notre corps de femme. On n'est pas simplement des êtres humains. Voilà, moi, je suis une femme et donc du coup, qu'est-ce que c'est que ce corps? Est-ce que je le connais? Est-ce que je me le suis approprié au fil des années? Voilà, c'est aussi évidemment une question que les femmes viennent poser. Et puis la dimension psychique. Pour moi, ça fait référence à tout le travail de guérison de notre histoire, de l'histoire des femmes de nos lignées, du transgénérationnel. Comment est-ce qu'on apprend à prendre cet héritage et à en faire quelque chose? Et puis aussi, donc Monique Grande, elle parle de ce côté de la dimension spirituelle de cette quête. C'est une quête existentielle finalement qui nous invite à nous demander ce qu'on fait là et qui, sur le chemin, nous permet de nous sentir en lien. En fait, quand les femmes viennent dans un cercle, elles se sentent en lien avec quelque chose qui est au-delà de simplement des relations individuelles. Et donc, je crois que ça ouvre aussi vraiment à notre dimension spirituelle. Alors, cette fameuse préfacière Monique Grande se pose la question aussi: la puissance des femmes est-elle si dangereuse et la beauté du féminin si terrible? Et elle se pose aussi la question: sommes-nous réellement, nous les femmes, interdites de puissance ou bien la censurons-nous nous-mêmes de manière inconsciente? Ça, c'est une bonne question. Oui. Est-ce qu'on a le droit d'être puissante? Clairement, je ne crois pas. Enfin, en tout cas, peut-être qu'aujourd'hui, on commence à avoir le droit, mais je parlais de transgénérationnel. Quand je regarde les femmes de ma lignée, peut-être certaines d'entre elles ont osé être puissantes, mais du coup, en ont payé les conséquences un petit peu. Je pense que ça fait longtemps que les femmes sont cantonnées à une place que la société leur assigne, et du coup, comme la mémoire déforme, en fait, au fur et à mesure des générations, on apprend que c'est cette place-là qui nous est réservée. Et pour moi, la question de la puissance est vraiment une question de l'autorisation. C'est exactement ça. Comment est-ce que je m'autorise à être plus épanouie que les femmes qui étaient là avant moi? Voilà. Moi, je m'autorise ça. Alors, un jour, un homme m'a ouvert les yeux, c'est vous qui parlez, je pense, en me disant: on a fait croire aux femmes que le combat était celui de l'égalité, alors que nous ne sommes pas égaux. Oui, quand j'ai entendu ça, au début, je me suis dit, mais de quoi il me parle? Pour qui il se prend, cet homme, de me dire qu'on n'est pas égaux? Et puis, en fait, voilà, j'ai tout de suite entendu que c'était bien ça, en fait. C'est-à-dire qu'à croire que on cherche l'égalité, on cherche quelque chose qui est un mirage, en fait. On n'est pas égaux. Donc, si moi, alors bien sûr, l'égalité des droits, les mêmes salaires, le même respect, bien sûr, mais si j'essaye de faire et d'être égale de l'homme, je ne le serai pas. Et du coup, cette quête, elle est vaine. Et pour moi, vraiment, ce chemin, c'est: quelle est ma différence en tant que femme?
à quel endroit il y en a une. Évidemment, il y a sur énormément de points, les hommes et les femmes, on se ressemble, on a les mêmes aspirations. Pour moi, évidemment, ce sujet-là, c'est avant tout être une femme à côté, avec, contre les hommes. Voilà, comment est-ce qu'on est ensemble, hein. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui a vraiment changé pour moi à partir du moment où j'ai compris que si j'essayais d'être comme un homme, j'allais pas y arriver, quoi. C'était vraiment à propos de trouver ma manière de faire et que c'est de ça dont le monde a besoin. Alors, est-ce qu'on vous traite pas de féministe, des fois, quand vous... Ah, mais je me sens pas, j'ai pas l'impression que c'est un gros mot. Oui, sûrement. Je pense que je me sens complètement féministe et je dirais avec cette dimension-là qui est, je suis l'héritière de cette génération de féministes qui s'est battue comme les hommes et contre les hommes pour avoir la même place qu'eux. Et j'en suis voilà, chaque jour reconnaissante pour les droits que j'ai aujourd'hui dans ma vie. Mais je crois que aujourd'hui, ma génération, en tout cas moi en tant que femme, je sens que je cherche pas le combat. Je cherche justement à être avec, dans ma différence, mais en ayant vraiment la conscience que j'ai la même valeur qu'un homme. Et du coup, je crois qu'il y a vraiment un travail de pacification et de union, c'est peut-être un peu un grand mot, mais d'union, ouais, avec le masculin à faire. Et autant on peut les remercier pour ce qu'elles nous ont donné, mais moi j'avais été dans quelques réunions féministes. Je peux vous dire que je m'étais bien embêtée parce que je trouvais que j'aimais pas les rencontres féministes, que ces femmes-là qui... Alors, vous dites dans votre livre, les Amazones en ont assez de chasser sur ces terres du masculin. Certaines déposent les armes pour laisser place à la paix entre les sexes. Oui. Donc c'est bien parce que les féministes c'est des Amazones. Hein. Oui, bien sûr. Donc voilà, c'est ça. Je me sens vraiment cette nouvelle génération de féministes où je me sens pas du tout une Amazone. Je me sens pas du tout une guerrière. Je me sens pas en guerre en fait. Justement, cette histoire d'autorisation, c'est comment est-ce que moi, alors que on va dire j'ai je peux prendre pleinement ma place. Comment est-ce que à quel endroit je me limite, à quel endroit j'ose. Et je le fais aussi. Moi, je suis mère de 2 enfants, 2 garçons. C'est intéressant de voir à quel endroit je continue à porter quelque chose de l'Amazone, hein, et peut-être de la mise à distance du masculin. Et en même temps, en élevant 2 garçons, je peux que me questionner sur ou voir la valeur que cette énergie a. La féminité n'est pas le féminin. Oui, le féminin, c'est une dimension de notre être qu'on porte tous, hommes et femmes, qui est, si on le voit en termes de yin et yang, on peut dire que ça se rapproche du yin, le féminin, mais j'aime bien la définition d'Annick de Souzenel, qui est un peu différent, qui dit le féminin, c'est le mystère des choses. C'est en fait la partie de nous qui est dans l'ombre, qui est cette terre noire d'où tout émerge, qui est la plus connectée au divin. L'utérus. Oui, l'utérus, par exemple. Mais le féminin est aussi chez les hommes. Donc voilà, c'est cette dimension de l'être humain qui est notre matrice, en fait, d'où on vient. Comme notre ombre, notre double mystérieux, divin, intérieur, et qui est une grande réserve d'énergie. Et je crois que l'enjeu, évidemment, il y a un enjeu pour moi autour des femmes et de leur puissance dans leur vie, dans la société, mais il y a aussi un enjeu, comment est-ce que hommes et femmes, on se reconnecte à cette dimension-là de notre être, dont en fait on s'est complètement coupé et dont on a besoin collectivement pour revenir sur le sacré à l'origine de l'humanité. Le sacré était féminin. Vous nous dites que il y a eu le culte de la déesse mère qui a duré très très longtemps. Hein. Oui. 25 000 ans avant Jésus-Christ à 6 000 ans avant Jésus-Christ. Oui, même encore plus que ça. Du coup, depuis l'écriture du livre, là, je découvre que en moins 40 000, on trouve des traces de ce culte, de cette déesse mère, qui était en fait vue comme la première ancêtre avant l'histoire. Donc, à l'époque de la préhistoire, pendant très longtemps, les hommes et les femmes ont cru qu'il y avait que les femmes qui étaient responsables de la procréation. Et du coup, il y avait comme ça cette vénération de la première femme, de cette première ancêtre qui est cette grande déesse, mais qui était aussi évidemment la déesse de vie et de mort, de régénération, de fertilité, du cycle. Et elle était vénérée. Et pour moi, c'est intéressant aujourd'hui, 21e siècle, en tant que femme, que je me rappelle de ça, en fait. Et que c'était les femmes aussi qui étaient les prêtresses de cette grande déesse. Donc elles avaient un rôle vraiment spirituel et de
de lien de la communauté qui me touche. Alors, vous dites que c'était le temps des R, H-E-R, stories, c'est-à-dire les R en anglais, le L. Oui. Après, c'est devenu LIS, voilà. Story, H-I-S, l'histoire. Mm. Et vous nous rappelez que le terme menstruation vient d'ailleurs de l'indo-européen mens, qui signifie lune, le temps des lunes. Oui, en fait, les femmes, je pense, étaient leur cycle menstruel, la durée du cycle menstruel est durée sur la durée du cycle lunaire. On ovule au moment de la pleine lune, puisque c'est la lumière de la lune qui stimule la glande pinéale. Et du coup, il y avait comme ça, depuis le départ, une correspondance entre le cycle de la lune, et donc le rythme des saisons, et puis le cycle des femmes. Alors, vous vous posez la question aussi, vous est-il déjà arrivé à vous, auditrices, de vous demander ce que signifiait dans votre vie être une femme ? En général, c'est des questions qu'on se pose quand on fait des paliers, c'est-à-dire la puberté. Oui, complètement. Et on voit aussi les femmes qui arrivent dans les cercles. En fait, elles viennent vraiment avec cette question-là. Qu'est-ce que ça veut dire être une femme ? Alors, soit c'est un thérapeute qui leur a dit vous n'êtes pas assez connecté à votre féminin, soit elles essayent d'avoir des enfants, elles n'y arrivent pas, ou elles arrivent à un moment de leur vie, en tout cas, où cette question se pose, comme si ça surgissait un peu tout d'un coup, parce que vous dites la puberté, oui, je pense qu'on y pense forcément à ce moment-là, on se pose la question. Mais moi, je vois beaucoup de femmes qui occultent cette question ou qui la découvrent comme ça. Je dirais quand même parfois relativement tard. Et évidemment, il n'y a pas une réponse, mais en tout cas, le fait de se poser cette question, pour moi, c'est le signe qu'il y a quelque chose qui se met en route et qu'on rentre sur un chemin. Il y a déjà l'histoire des menstruations, pour rester dessus, qui étaient bien bleues sur les écrans de publicité, qui sont bien cachées. Et là, vous expliquez dans votre livre que ça peut mettre, à une époque, c'était même les menstrues étaient redonnées à la terre, ou elles avaient un pouvoir. Dans pas mal de cultures, même encore aujourd'hui, il y a des rites de fertilité où, au moment où on sème les récoltes, on verse aussi du sang menstruel dans la terre, parce qu'en fait, c'est un sang, on s'est rendu compte, qui était différent que celui qui circule dans nos veines, qui est très riche en cellules souches, donc qui est très fertile. Et puis, peut-être aussi que sa dimension même symbolique était importante dans ces rituels-là. Et donc pour moi, le sang menstruel et même plus généralement le cycle, c'est une première porte pour se reconnecter avec ce corps féminin qui est cyclique et qui, comme vous le dites, dans la société, on nous fait croire que si on met des tampons et qu'on continue notre vie comme d'habitude, on n'est pas cyclique, on est tout le temps performante, en fait. Et moi, ce qui m'intéresse dans cette notion de cycle, c'est et on a du sang bleu. Et on a du sang bleu. Bon, voilà. Donc du coup, cette image-là, elle vient nous couper aussi de la réalité, exactement, du sang. Mais ce qui m'intéresse, c'est dans le fait qu'on soit cyclique, c'est que on peut se réapproprier vraiment la puissance de ralentir. Alors que nous, on nous apprend. Enfin, moi, j'ai appris en tout cas que voilà, il fallait être tout le temps dans l'action. Performante, etc. Et quand on apprend à suivre un peu son cycle, on se rend compte que c'est naturel d'avoir envie de rentrer à l'intérieur de soi, se replier sur soi, prendre du repos. Ou de faire plein de ménage d'un seul coup. Ou tout d'un coup de faire plein de ménage. Voilà, pour moi, c'est plutôt la phase prémenstruelle. Ce moment-là, on a besoin de nettoyer, de cleaner, de couper des relations, de fermer la porte, sortir la femme sauvage. Et puis, à un moment, on a besoin aussi de ralentir. Et ça, c'est super précieux, quoi, de se rappeler que c'est pas négatif, on va dire, de ne rien faire, mais que ça a vraiment de la valeur. Alors, le besoin de vous rapprocher de votre féminin est apparu petit à petit après la naissance des enfants ? Ah non, bien avant. Bien avant. Moi, je me suis construite comme une Amazone, clairement. Je voulais, pour moi, être femme quand j'étais ado, c'était être fragile et être dominée. Et puis, quand j'ai eu 20 ans à peu près, j'ai rencontré un thérapeute justement qui m'a un peu interrogée là-dessus et qui m'a du coup donné envie de me mettre en quête. Donc assez tôt, je veux dire 20-22 ans, cette question-là de qu'est-ce que ça veut dire être une femme pour moi, je me la suis posée et j'ai commencé du coup à trouver des réponses, mais aussi surtout ce qui était intéressant, trouver des femmes qui se posaient la même question et qui avaient leurs réponses. Et donc du coup c'est aussi en rencontrant ces femmes,
qui m'ont amené à m'interroger sur mon cycle, sur la valeur du sang, sur la sexualité. Enfin voilà, il y a eu plein de thèmes, dont certains dont je parle dans le livre. C'était aussi en voyant des femmes en chemin que ça m'a donné envie de moi aussi trouver mes réponses. Beaucoup de citations d'Annick de Souzenel. Donc cette citation, la rencontre avec le féminin ne procède pas de l'acquisition d'un savoir, c'est la rencontre avec le mystère des choses. C'est-à-dire c'est des choses qu'on découvre en soi qui sont assez mystérieuses. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas un certain nombre de choses à cocher sur une liste où personne va pouvoir nous donner une définition. La rencontre avec le féminin, c'est la rencontre avec la partie de soi qu'on entend quand on s'arrête, quand on est dans l'immobilité et quand on écoute à l'intérieur, en fait. Et voilà, il y a pas d'autre moyen de l'entendre que de se taire. Que de se taire. Ouais. Alors, prendre en compte l'héritage de ces lignées, vous nous apprenez que pour répondre à cette question sur notre identité de femme, nous avons aussi à nous rappeler notre héritage et l'histoire de nos lignées. Saviez-vous qu'en tant qu'ovocyte, vous vous trouviez déjà dans le corps de votre grand-mère maternelle? Oui, c'est un peu... c'est fou. Étrange de se rappeler de ça, hein, parce que du coup, quand une femme est enceinte, si elle porte en elle un bébé-fille, dans le fœtus en construction, il y a déjà les ovocytes, le stock d'ovocytes qui est en train de se créer. Donc, il y a vraiment... c'est assez vertigineux de se rappeler de ça, quoi. Donc, du coup, ce qu'a vécu notre grand-mère quand elle était enceinte de notre mère, d'une certaine manière, on le porte dans nos cellules, quoi. Au-delà du psychique transgénérationnel, mais même juste physiquement. Et c'est pour ça qu'on l'appelle la grand-mère, parce que c'est la grande-mère. Oui. C'est celle qui a déjà porté la fille. Donc, retrouver son corps de femme, comment se construire en tant que femme dans une société où le corps féminin est hypersexualisé, je lis votre livre, montré comme un trophée, retouché et objet du regard masculin. C'est vrai que le corps féminin, il est porté au nu quelque part, mais c'est retouché, on pourra jamais atteindre les images qu'on nous propose de la femme idéale. Oui, et puis on nous montre pas les corps, la beauté des corps imparfaits qu'on porte tous, en fait. C'est ça aussi qui me touche, c'est de voir, il y a de plus en plus comme ça d'initiatives pour montrer les corps, de femmes qui ont accouché du coup, qui ont tous les plis du ventre, ou qui ont des vergetures, ou qui ont été opérées d'un cancer du sein. Enfin, et du coup, moi, je peux me nourrir aussi de ces images-là de corps qui sont magnifiques dans leur imperfection. Vous parlez de la nudité à un moment. Oui. Des femmes qui se mettent nues les unes devant les autres. Oui, c'est aussi, du coup, voilà, en effet, ça me fait penser à ça, le moment où on voit, enfin, je sais pas, j'ai pas souvent eu cette occasion-là, hein, mais de voir comme ça 50 femmes qui se mettent nues et où finalement on cherche pas à se cacher derrière une forme de pudeur où on regarderait que les yeux, mais vraiment prendre le temps de regarder la beauté du corps des autres. Et du coup, le fait de pouvoir voir la beauté chez l'autre, c'est aussi ce qui nous aide à voir la beauté de notre corps, à nous, en fait. C'est hyper guérisseur, ça, justement. Et de voir que les femmes ont toutes quelque chose en commun, c'est-à-dire on appartient vraiment aux femmes. Je vois dans les hammams. Oui. Dans les hammams, ça, dans les saunas. Dans les hammams, c'est plus important parce qu'il y a plus de monde. On va peut-être faire une pause musicale et on va se retrouver tout de suite après sur l'antenne d'IDFM. À tout de suite, Camille Sfez. IDFM 98 de la bande FM, seconde partie de cette Au-delà du miroir. Nous poursuivons avec Camille Sfez qui accompagne les femmes en individuel et en groupe pour favoriser l'émergence d'une nouvelle conscience de soi en tant que femme pour un rayonnement juste et complémentaire du masculin. On a un peu évoqué dans la première partie les menstrues, on parle de femmes. Messieurs, si ça vous déplaît, vous n'écoutez pas. On se rappelle aussi de nos premières règles et de la façon dont elles ont été accueillies. Et ça serait bien aussi de parler avec d'autres mots que nous avons entendus lorsque nous étions adolescents, c'est-à-dire de trouver une autre façon de le dire à nos filles, quoique nos filles de maintenant, enfin sûrement les vôtres, mais même vous, je pense, vous étiez nettement plus au courant que moi quand j'ai eu l'âge d'être réglée. Hein. Oui. Mais du coup, je pense que l'information, les jeunes filles, elles l'ont aujourd'hui. Par contre, le discours valorisant qui dit
qu'une mère ou qu'une marraine peut dire à sa fille ou sa filleule, c'est beau d'être une femme, ça a de la valeur, tu vas voir, tu vas pouvoir vivre des expériences incroyables parce que tu es une femme. Je suis pas sûre que les jeunes filles aujourd'hui reçoivent tellement ce message. Et du coup, évidemment, les messages qu'on reçoit à ce moment-là, ou enfin en tout cas à l'adolescence, en grandissant, en se construisant en tant que femme, ils nous marquent puisque chaque mois, on va se dire « Ah là là, ma pauvre, c'est terrible, tu vas voir ». Enfin, les messages qu'on reçoit, ils se répètent comme ça à tous les mois et du coup, ça ancre quelque chose de notre identité féminine. C'était la claque, moi. Oui. À notre époque, c'était la claque de bienvenue au club. Oui. C'est un peu dur. Oui, c'était la claque sans rien dire. On se demande si on a bien fait de le dire. Oui. On aurait dû garder ça pour nous. Alors, ce mouvement des tentes rouges, d'où il sort? Parce qu'on va peut-être arriver à savoir ce que c'est que ces tentes rouges. Je sais pas les tentes du Venezuela. En ce moment, il y a aussi les tentes rouges, mais c'est une autre histoire. Donc, c'est les tentes rouges chamaniques, là. Alors, les tentes rouges, en fait, c'est suite à l'écriture d'un roman par Anita Diamond, qui a écrit un livre qui s'appelle La Tente Rouge, fin des années 90, qui raconte l'histoire mythique de la dernière fille de Jacob, Dinah, donc au temps de la Bible. Cette femme nous dit, voilà, une tradition matrilinéaire s'éteint avec moi, puisque moi je n'ai pas de fille, j'ai qu'un fils, mais je vais vous raconter mon histoire pour que vous vous en rappeliez. Et en fait, elle raconte donc son histoire qui est en fait tirée de traditions qui ont vraiment existé un peu partout dans le monde. On retrouve dans tout le bassin méditerranéen des sites archéologiques où les femmes se retiraient quand elles avaient leur menstruation entre elles, les huttes de menstruation. Et c'est quelque chose aussi qu'on retrouve, par exemple, chez les Amérindiennes aujourd'hui encore, les Moon Lodge, c'est des endroits où les femmes se retirent quand elles ont leur lune. Et en fait, du coup, suite à la parution de ce roman, beaucoup de femmes, d'abord aux États-Unis, et puis ensuite un peu partout dans le monde, ont eu envie de recréer des espaces comme ça. Des espaces pour que les femmes puissent se retrouver et se ressourcer chaque mois. Alors, c'est chaque mois au moment de la nouvelle lune parce que mythiquement, je dirais, c'est le moment où les femmes ont leur lune. Je parlais de l'ovulation tout à l'heure à la pleine lune. Donc, la nouvelle lune, c'est le moment où la lune est noire dans le ciel qui nous invite à nous tourner vers notre intériorité. Et c'est le moment où, aussi, quand on a nos lunes, nos règles, on est beaucoup plus connecté à notre intuition. Donc voilà, il y a tout qui nous invite à revenir à l'intérieur de soi. Et ces espaces, ces tentes rouges qui se sont créés aux États-Unis puis en Europe, sont des espaces pour que les femmes puissent descendre dans leur profondeur, puissent descendre à l'intérieur d'elles, dans cet espace de silence dont on parlait tout à l'heure. Alors, elles ne sont pas toutes en silence. Les femmes viennent en fait raconter ce qu'elles vivent, poser leurs paroles, mais vraiment avec cette intention que, en racontant quelque chose de mon histoire, je vais vraiment me connecter à ce qui est profondément ancré, tapis, caché à l'intérieur de moi et de pouvoir le partager avec d'autres. En fait. En août 2017, plus de 160 000 femmes participaient à cette célébration à distance, la bénédiction de l'utérus. Oui. Toutes reliées à un message d'amour et d'unité. Alors ça, c'est Miranda Gray, qui est l'auteur de Lune Rouge, qui a beaucoup fait pour faire connaître le cycle féminin, qui a créé ce mouvement, donc les bénédictions de l'utérus, qui ont lieu dans des cercles de femmes par des femmes qui ont été formées par elles, qui sont des soins en fait de l'utérus, un peu comme du Reiki. Et puis on peut se relier, donc il y a ce mouvement-là. Je crois que depuis que j'ai écrit le livre, maintenant il y en a 180 000 qui se relient plusieurs fois par an à ce message en fait. Elles se relient chacune chez elles. Chacune chez elle, voilà, exactement. Elles se relient. Et qu'est-ce qu'elles font? En fait, c'est un temps où il y a plusieurs heures dans la journée où Miranda Gray propose de faire à distance une bénédiction. C'est comme si elle faisait une prière, je vais pas dire une prière, je sais pas, un soin, on va dire, à distance pour se relier au féminin divin. Et donc, toutes les femmes qui ont envie peuvent allumer chez elles leur bougie et faire cette prière-là ou être dans cet état de méditation. Pour moi, ça parle de... comment est-ce qu'on peut se relier, même si on n'est pas ensemble, à un même message, au même moment. Et donc, il y a plein de pays avec des femmes qui ne parlent pas la même langue, qui se rebranchent. C'est une belle histoire. Alors, on était dans les ritualisations des passages. Donc, on était dans la jeune fille qui vient d'être réglée.
Ça se passe pas du tout comme chez nous, dans certains pays. Elles ont des droits, on fait des fêtes Oui, pour les accueillir. oui. Chez les Amérindiens, par exemple, mais dans certains pays d'Afrique aussi, elles sont vraiment, voilà, célébrées. Ce rituel, il est marqué, en fait. Et c'est intéressant parce que ça nous permet, en tant qu'être, en tant que femme, du coup, de se structurer, en fait. Voilà, ok, il y a un passage là, j'entre dans le clan des femmes. Et c'est valorisant. Et c'est valorisant. Et puis, du coup, je sais qu'il va y avoir d'autres moments où je vais vivre des rites initiatiques. Et ça rythme comme ça notre évolution. Donc, les autres moments, c'est la grossesse et la ménopause. Enfin, la maternité. Alors, la ménopause, les femmes la traversent au moment de la ménopause, donc ils sont accueillis comme étant... Et les hommes aussi, on leur fait un rite à 56 ans? Alors oui, c'est le rite de sagesse. Donc en fait, la ménopause, c'est vraiment vécu pour les femmes, enfin vu pour les femmes comme le moment où elles deviennent des grands-mères, donc des femmes sages. Les sages-femmes. Ouais. Et du coup, les hommes aussi rentrent dans cet âge de sagesse. Hein. Eux à 56 ans, les femmes quand elles sont ménopausées, ou alors à 56 aussi si elles sont pas encore. Et c'est le moment où elles changent de place et elles vont à cette place de transmission gardienne des traditions, de cet héritage, et comment est-ce qu'elles le transmettent aux plus jeunes. Annick de Souzenel, toujours elle, dit que la femme, au moment de la ménopause, est invitée à plonger dans une autre dimension de l'enfantement. C'est une autre façon d'enfanter. Oui, en fait, donc elle parle de ça, vraiment, de donner naissance à son enfant divin intérieur. Ça, c'est ses mots à elle. Hein. Elle est catholique, elle a beaucoup travaillé autour de la Bible et des textes hébraïques bibliques. Mais c'est aussi ce que disent les femmes quand elles sont ménopausées. Elles disent, c'est comme si tout d'un coup, toute l'énergie qu'il fallait pour créer cet ovule chaque mois, je peux la mettre dans autre chose. Il y a une nouvelle forme de créativité qui naît. C'est une mise en pause, ménopause. Oui. Ça met en pause un peu, pause, mais pour faire autre chose. Oui. Alors, dans ces cercles de tente rouge, faut s'autoriser à être puissante. C'est pas forcément toujours ce qui arrive. Comment vous vous rendez compte que les femmes qui viennent dans vos cercles, vos tentes rouges, ne s'autorisent pas à être puissantes? Alors, je crois que du coup, elles touchent leur puissance quand elles s'autorisent vraiment leur vulnérabilité. C'est justement ça le paradoxe, et c'est ça qui est intéressant. C'est quand je suis capable de exprimer pleinement ma vulnérabilité, de dire ce qui me touche, de parler de mes besoins, que je suis capable à ce moment-là de vraiment me prendre dans les bras, en fait, de contenir tout ce que je suis. Et à ce moment-là, on touche vraiment sa puissance. Du coup, dans les cercles, je vois des femmes, quand elles n'arrivent pas à être là-dedans, qui ont comme peur d'aller vers cette vulnérabilité, peur de se montrer, peur de dire qui elles sont. Je crois parce que, et il y en a certaines qui le nomment, beaucoup disent, on m'a dit qu'être une femme, c'était être ça. Et finalement, cette définition-là est assez limitante. Depuis le début du patriarcat, les femmes portent la marque des abus, de la violence ou du mépris. Nous sommes collectivement coupables de cela lorsque nous ne faisons pas respecter ou nous ne respectons pas nous-mêmes notre polarité féminine. Reconnaître les blessures du féminin, c'est reconnaître ce que l'on fait à la terre en pillant ses richesses. C'est observer chaque fois que l'on dit oui alors que l'on voudrait dire non, chaque fois que l'on agit en ne respectant pas ses besoins premiers, que l'on s'épuise à faire pour l'autre pour ne pas avoir à régler la question de la culpabilité, ou simplement lorsque l'on réduit notre voix au silence. Il ne s'agit pas d'ériger des bourreaux et des victimes, mais de prendre notre responsabilité dans notre vie. Aujourd'hui, ne sommes-nous pas les premières à négliger ce féminin? Il y en a beaucoup qui vont se reconnaître. Oui, malheureusement, en fait. Et du coup, et heureusement, parce que c'est vraiment pour moi, à propos de sortir de ça, je ne suis pas victime. Je suis d'abord, moi, la première responsable. Consentante. Oui, mais peut-être parfois parce que je me rends même pas compte. Ou alors quand je me rends compte parce que je n'ose pas. Encore une fois, je m'autorise pas à dire non, à prendre la parole, à parler de ce dont j'ai besoin,
à dire que je voudrais que ce soit différent cette fois-ci de la fois dernière. Alors, pour prendre la parole, il y a un bâton et vous nous expliquez comment fabriquer son bâton de lune, son bâton de parole. Oui, c'est deux choses. En fait, c'est pourtant peut-être la fabrication est un peu pareil. Le bâton de parole, c'est vraiment l'outil qu'on utilise dans les cercles de parole, justement parce que cette parole, elle est ritualisée, qu'on se coupe pas la parole, qu'on répond pas, qu'on donne pas de conseils. Le bâton de lune, c'est un bâton qu'on crée et qu'on va transformer chaque fois qu'on a ces lunes et qui est plutôt un bâton pour se relier à soi. Mais j'aime bien, du coup, dans le livre, voilà, je propose des rituels pour concrètement, dans notre quotidien, créer des objets ou des moments ou des espaces pour honorer ce lien à mon corps, à la nature, aux autres femmes, aux femmes de mes lignées. Voilà. Comment est-ce qu'on crée de l'espace pour ça, en fait? Alors, le bâton de parole, vous dites que ça... On ne coupe pas la parole, ok? On ne répond pas aux questions, oui. On ne répond pas aux femmes qui parlent. Et moi, j'ai assisté à un nouveau cercle et je trouve que j'étais un peu frustrée quelque part. Parce que, et je pense que j'ai pas été la seule, il y avait une autre femme en face de moi qui attendait une réponse à ce qu'elle avait jeté, on peut dire, au milieu du cercle. Mais justement, en fait, c'est très intéressant pour moi dans ces espaces qu'on ne réponde pas. Parce que du coup, petit à petit, on se rend compte qu'en fait, on parle surtout pour soi. Je parle surtout pour moi. Et souvent, enfin, ça m'arrive d'être dans d'autres cercles où on dit mais pourquoi tu dis ça? Je comprends pas. Est-ce que tu peux être plus précise ou même si c'est juste pour poser une question comme ça, de clarification. Et du coup, ça fait que la femme qui parle, elle se sent obligée de parler pour l'autre. Alors que moi, ce que je trouve intéressant dans ces espaces, c'est que je parle et que en parlant, je me rends compte de choses qui sont importantes pour moi. J'ai comme des prises de conscience où je fais des liens. Et c'est ça qui est important. En fait, je parle pour moi. C'est pour ça que du coup... et même si parfois certaines femmes viennent avec l'envie qu'on leur réponde. Oui, mais par contre, un peu plus loin dans le livre, il y a une femme qui parle qu'elle est de la trahison. La trahison est une autre blessure profonde que j'ai vue être abordée dans un cercle. Je me souviens d'une soirée où une femme venait d'apprendre que son compagnon l'avait trompée. Après avoir partagé sa colère et sa peine, elle posa la question au groupe de comment lui pardonner. Lorsque ce fut son tour, une autre femme prit la parole et lui offrit une possibilité de faire ce pas qui semblait impossible quelques minutes plus tôt. Et l'autre femme lui a dit que finalement, elle avait elle-même été la maîtresse d'un homme marié et qu'elle demandait pardon à toutes les femmes trompées. Oui. Voilà. Donc quand même, quelquefois, il y a des réponses. Oui, tout à fait. Voilà. Donc du coup, la réponse, elle n'est pas dans... quelqu'un dit quelque chose, je vais lui répondre tout de suite. Mais par contre, quand la parole circule, il y a une femme qui peut dire ce que tu dis, en fait, ça me donne envie de prendre la parole parce que moi, j'ai envie de te parler de ma vérité, de ce que j'ai vécu. Et que du coup, ça vient en réponse. Et voilà. Et puis ce moment-là, ce cercle-là, c'est vrai que c'était beau d'entendre comme ça un pardon qui pouvait se tisser entre des femmes dans ce qu'elles sont, elles, individuellement, mais aussi, bien sûr, dans ce qu'elles représentaient. Alors, vous entrez en comment on Tioé. dit Tioé, T-Y-O-V-E-H. Oui. C'est quoi? Alors, Tioé, donc c'est un mot Sénéca, c'est un mot d'une langue amérindienne qui veut dire tranquillité, qui veut dire immobilité, silence. Et en fait, rentrer en Tioé, c'est vraiment rentrer, on pourrait dire dans sa grotte, en fait, dans cet espace où je suis toute seule, je suis dans le silence, je ne fais rien. C'est pas un espace où on lit, où on dessine, où on écoute de la musique. Non, vraiment, c'est une méditation. C'est rentrer en méditation, exactement. Et comment est-ce que, je disais tout à l'heure, on peut se connecter à son féminin que quand on rentre dans cet espace-là. C'est vraiment ça. Comment je peux créer des espaces dans ma vie où je peux être dans cette immobilité, silence, dans cette tranquillité pour me connecter vraiment à mon être profond. Faire une pause. Ensuite, on partira sur les œufs, sur les yonis. Voilà, un éveil d'essence dans une tente rouge berbère.
C'est des tentes rouges, il doit y en avoir un peu partout. Nous sommes toujours avec Camille Sfez sur l'antenne d'IDFM dans cet au-delà du miroir. Dernière partie de cet au-delà du miroir, l'œuf, cet œuf, je pense que beaucoup de personnes qui nous écoutent ont entendu parler de ces œufs de yoni. Oui, alors je sais pas, c'est la nouvelle appellation. C'est en fait avant ce qu'on appelait avant les œufs de jade. Dans la tradition taoïste, c'est l'œuf de jade. Donc c'est un œuf en pierre qui est en jade, en quartz rose, qui peut être en plein de pierres différentes. Plus ou moins de tailles différentes aussi. Oui, il y a différentes tailles aussi. Qu'on insère dans son vagin, dans sa yoni, c'est pour ça qu'on appelle ça œuf de yoni, et qui est un œuf en fait qu'on peut utiliser de différentes manières, soit vraiment pour stimuler l'énergie qui est logée à cet endroit-là, mais aussi peut-être parfois plus simplement pour mettre de la conscience à l'intérieur. Remuscler un peu comme on fait avec les... Alors oui, après les accouchements. Alors il faut pas le mettre après un accouchement pour essayer de remuscler parce que justement en fait l'œuf il est assez lourd donc c'est bien d'en avoir parlé, il faut mieux pas. Voilà, il faut mieux pas le mettre, il faut mieux le mettre quand on a un périnée qui est en forme. Mais plutôt en fait en tout cas la manière dont je l'ai reçu et dont je peux le vivre, mettre de la conscience en fait à l'intérieur de sa yoni, de son vagin. Il y a peu de moments dans la journée où on peut penser à commencer à l'intérieur, est-ce que c'est vivant ou pas, est-ce que c'est réveillé ou pas, et du coup le fait de porter un œuf ça permet de se rappeler dans la journée que mais il y avait les boules chinoises avant, je sais plus, c'est un peu la même chose. Les boules de geisha. Je ne connais pas spécifiquement cette autre pratique, je dirais, mais oui, bien sûr. Enfin, en tout cas, l'œuf, il vient des femmes de l'empereur de Chine qui travaillaient les différentes parties de l'intérieur de leur vagin, pour le connaître, le stimuler. Enfin, ça peut se porter un peu les boules de geisha. Ça peut se porter toute la journée. Donc, on peut imaginer une femme avec un œuf qui se promène dans la rue. Ça peut être assez drôle, moi, je trouve, quand même, de savoir que les femmes peuvent être avec des œufs comme ça, qui se promènent. C'est très à la mode en ce moment. Il y a beaucoup de livres là-dessus. Oui, il y a des livres qui sortent là-dessus, ouais. Bon, alors, dans votre livre aussi, vous parlez de la grossesse, de ces femmes qui viennent parce qu'elles veulent être enceintes ou qu'elles n'y arrivent pas, des fausses couches, des avortements. Oui. Est-ce qu'on nomme les enfants qui ne sont pas nés ? Oui. Ça, c'est important. C'est une question, oui, c'est une question qui m'a interpellée. Moi, j'ai rencontré pas mal de femmes, du coup, qui ont vécu soit des fausses couches ou des avortements, et je me rends compte que c'est important que ces enfants soient nommés, même si parfois les prénoms qui sont donnés, c'est Fleur ou Ange ou Nuage, enfin voilà, c'est pas forcément des vrais prénoms. Mais c'est important de les remettre dans notre histoire et dans notre lignée. Quand on travaille en transgénérationnel, chaque fausse couche prend une place, en fait. Et du coup, si on est... si avant moi, il y a eu un enfant, je ne suis pas l'aînée, je suis déjà la deuxième, quoi, même s'il y a une fausse couche avant moi. Et du coup, de nommer ces enfants, ça permet de leur donner une place dans nos lignées. Et déjà de remettre chacun à sa place. Et puis, de pas faire comme si ça n'existait pas, en fait. Et de se rendre compte que souvent, de mère en fille, on est ménopausé à la même date, on fait des fausses couches à la même date. Oui. C'est-à-dire de casser un peu aussi les répétitions. Oui, donc ça, c'est Daniel Fomenbaum qui parle bien de ça, qui raconte comment est-ce que, souvent les fausses couches ou les avortements, ils viennent parler du lien qu'une femme a avec sa mère, ou en tout cas avec sa lignée maternelle. Et comment est-ce que, il arrive que ces fausses couches ou ces avortements soient là pour permettre à la femme de se positionner différemment par rapport à son arbre. Soit de répéter, en effet, parce que je répète sans le savoir qu'il s'est passé quelque chose, soit parce que c'est ce qui me permet de rompre ou de prendre la distance par rapport à mon arbre généalogique, à ma lignée. Alors, se poser la question aussi d'être femme sans être mère. Oui. Il y a des femmes qui n'ont pas forcément
envie d'être mère. Et puis les rituels. Dans les rituels des tentes rouges, parce qu'il y a plein de rituels dans votre livre, l'importance de la beauté, ça c'est important, de mettre de la beauté, des fleurs, des plumes, s'habiller peut-être. Oui, du coup, la beauté, ça parle directement à notre besoin d'harmonie. Et il y a cette phrase que les Amérindiens utilisent qui est « marcher le chemin de beauté », qui veut dire en fait se comporter de manière juste avec toutes les personnes avec qui on est relié, avec les différents règnes. Enfin, c'est vraiment un code éthique de justice, mais du coup, le fait d'utiliser ce mot beauté, je trouve que c'est intéressant, ça nous engage à se préparer aussi, c'est-à-dire pour que ce soit beau là où on est, peut-être s'habiller, se faire belle, ça nous prépare aussi. Oui. C'est important. Oui, et puis ça parle aussi de la manière dont on valorise ce qu'on est, ce qu'on vit. Se faire accompagner par la petite fille que nous étions. Oui, elle est importante. Elle est là, on la sent finalement, elle est tellement présente. Parce qu'elle est justement, c'est notre enfant divin, c'est l'enfant joueuse. Pour moi, elle est très en lien. On parlait un peu de femme sauvage tout à l'heure. Elle est très en lien avec les femmes sauvages, la petite fille, qui a pas de barrière, qui peut parler aux animaux, aux plantes, à Dieu, qui fait de la magie sans le savoir, sans le vouloir. Et cette petite fille, c'est notre réserve de joie, quoi. Donc c'est important de se reconnecter à elle. Se connecter aussi à une force plus grande que soi, à la petite fille d'un côté, à quelque chose de plus grand de l'autre. Oui, ça c'est ce que j'observe quand les femmes viennent. Moi, je propose aussi des week-ends dans la nature, et il y a vraiment cette envie de se rappeler qu'on est relié aux éléments, à la terre. On est relié aux autres femmes parce qu'on est par nos utérus finalement en lien les unes avec les autres. Et c'est pour ça que ça a une dimension spirituelle, en fait, ce travail. C'est un mot un peu, dont on parle peut-être sur cette radio facilement, mais chercher un lien avec quelque chose qui nous dépasse. Manifester une intention, on la manifeste à haute voix ou Oui, moi j'aime bien, donc par exemple quand on se réunit entre femmes dans la nature pour faire des rituels, c'est comment chacune peut poser une intention, donc à haute voix, pour être entendue. On a des témoins, les autres femmes sont des témoins, mais aussi les arbres sont nos témoins. Et moi, je crois que la force d'une prière, elle est vraiment décuplée quand elle est faite à haute voix. Donc, poser ses intentions, ça veut dire qu'est-ce que j'appelle dans ma vie aujourd'hui. On est toujours en perpétuel changement, évolution, etc. À chaque instant, on peut se dire, ou à chaque nouvelle lune, on peut se dire qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans cette nouvelle lune, dans ce mois lunaire qui arrive. Ou qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans cette année, ou qu'est-ce que j'ai envie de vivre jusqu'à l'été, peu importe. Mais le fait de le formuler, ça va nous inviter à appeler ça dans notre vie. Donc, retrouver aussi le sens de la prière. Oser demander, c'est ça la prière. Oui, c'est ça, oser demander. En fait, moi, j'aime bien la formulation. C'est une femme qui s'appelle Marie Mottet qui m'a appris ça. Comment on peut dire merci plutôt que de demander « j'aimerais ça ». Merci pour ça, merci pour ce qui n'est pas encore là, mais en fait, si je commence ma prière par merci, c'est comme si c'était déjà accompli. Et c'est vraiment, encore une fois, une manière d'appeler ce qu'on a envie d'appeler dans notre vie. Je crois que plus on y croit, plus ça marche. Alors après, le cercle proprement dit, c'est d'abord recevoir le cadeau de l'écoute profonde, puisqu'on tient le bâton et que tant qu'on ne l'a pas lâché, on peut parler. Oui. La personne qui a parlé le plus longtemps, ça a été combien de temps ? Est-ce que vous avez une image de quelqu'un qui lâchait pas le bâton ? Alors, dans les cercles que moi j'anime, on a un temps qui est chronométré, donc a priori non, les femmes lâchent le bâton quand ça sonne. Mais il y a certains cercles dans lesquels je suis où en fait on n'a pas de temps, et ça m'est arrivé d'écouter une femme 1 heure peut-être, 1 heure parler son histoire. C'est long. C'est long. Pour celui qui écoute, c'est une écoute profonde. Pratiquer donc la médecine de la parole quelque part, avoir des
Des témoins. Des témoins de ce qu'on fait, briser les tabous et surtout avoir une parole juste. Et ça, c'est important parce que il faut pas parler des autres pendant qu'elles sont pas là. Il y a un passage dans votre livre qui est intéressant là-dessus. Oui, je crois que ça, c'est une des règles dont on parle dans les cercles. C'est comment est-ce que je peux, quand j'entends, parce que du coup, ce qui se partage dans ces espaces, c'est vraiment des choses hyper profondes et intimes dont les femmes parlent pas à l'extérieur. Comment est-ce que je vais respecter ça ? Qu'est-ce que je fais de ce cadeau finalement qu'elle me fait en me racontant son histoire ? Et c'est vrai que parfois on pourrait avoir envie de la raconter ou de commenter à l'extérieur ou d'en reparler et même si c'est de manière hyper bienveillante d'en reparler avec la femme qui l'a nommée. Et pour moi c'est vraiment important que ce qui est dit dans le cercle reste dans le cercle parce que c'est ce qui nous permet de nous autoriser justement à dire des choses qu'on pourrait pas formuler de cette manière-là dans une conversation de tous les jours autour d'un thé ou... Donc, il y a à apprendre, je crois qu'en tant que femme, on a vraiment à apprendre à être garante de cette impeccabilité de la parole, comme on dit dans les accords Toltec, dont Miguel Ruiz dit ça. Apprendre des femmes de tout âge. Les vieilles apprennent des jeunes et les jeunes apprennent des vieilles. Oui, c'est ça que c'est chouette aussi. C'est drôle, oui, parce que quand on est âgé, on revoit sa jeunesse quelque part. Oui. On voit des choses qui sont passées, mais on en apprend de tous côtés. Tisser le maillage de la sororité, cette sororité qui est c'est la femme, c'est la fraternité, sororité. Oui. Et sortir des comparaisons grâce à l'équanimité. Oui, l'équanimité, c'est de se rappeler qu'on a la même valeur. Et c'est vrai que la question de la comparaison, c'est une question qui est assez féminine. Et bon, en tout cas, présente dans notre société, quoi. On est tout le temps en train de se comparer. Et la sororité, elle est possible quand justement on accepte de se rappeler qu'on a la même valeur que les autres, qu'il n'y a pas une femme qui a une plus grande valeur que moi, et qu'il n'y en a pas une qui a une moins grande valeur non plus, quoi. C'est vraiment apprendre cette nouvelle... Pour moi, c'est vraiment une nouvelle manière d'être en lien. Alors, comment rejoindre le mouvement des Tentes Rouges ? Alors, il y a un site, donc moi j'ai créé une tente rouge à Paris qui s'appelle la Tente Rouge de Paris, mais il y a plein de tentes rouges un peu partout en France. Voilà, il y a le site des doulas, tenterouge.fr, qui répertorie toutes les tentes rouges. Et si les auditrices ont envie de venir découvrir la Tente Rouge de Paris, on a un site internet où il faut s'inscrire, recevoir notre newsletter et puis du coup après venir participer à au moment des lunes. Oui, la nouvelle lune. La nouvelle lune, ça dure 2 heures. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs cercles par mois et il y a des cercles à l'extérieur. Et il y a des cercles à l'extérieur, ouais. Je propose aussi mes activités du coup sur un site qui s'appelle renouer avec son féminin.fr. Et en extérieur, c'est loin de Paris ? Pour l'instant, non, c'est près de Montargis. Dans une maison de famille près de Montargis. Donc il y a aussi possibilité de faire des choses dehors pendant 2 jours dans un autre temps. Et que des femmes. Ben oui. Pour l'instant. Interdit aux hommes. On ne dira pas l'adresse. Donc, on récapitule le livre La puissance du féminin aux éditions Le Duc, pratique. Camille Sfez, S-E-F-E-Z. Et Tente Rouge, Paris. tenterougedeparis.fr, renouer avec son féminin.fr. Oui. Qu'est-ce que vous pourriez dire encore pour terminer l'émission ? Combien il y a de tentes rouges à peu près en France ? Je pense qu'il doit y avoir une centaine de tentes rouges, à peu près. Enfin, en tout cas, sur le site des doulas.fr, il y en a à peu près 80 qui sont répertoriés, je crois. Donc, j'imagine qu'il y en a un petit peu plus que ça. Il faut avoir un diplôme pour... Non, voilà, c'est intéressant. Donc, il faut pas de diplôme. Je trouve que c'est aussi ce qui est chouette dans ces espaces. Et en même temps, ça demande à ce que, du coup, faire très attention à ce qu'on ressent. Est-ce qu'on se sent en sécurité dans cet espace ? Est-ce qu'on a envie de parler ou pas ? Je pense qu'on a besoin d'apprendre en tant que participante à s'écouter parce que voilà, les femmes qui animent des tentes rouges, c'est des femmes qui normalement ont pratiqué elles-mêmes longtemps les cercles de parole. Il y a certaines d'entre elles qui ont des formations, qui sont doulas, qui sont thérapeutes, qui sont... Qu'est-ce que ça veut dire doula ? Ah, les doulas, c'est des accompagnantes de périnatalité. C'est des femmes qui travaillent en lien avec des sages-femmes ou voilà, en lien avec des sages-femmes pour accompagner la femme enceinte. Donc, ça va de la grossesse, l'accouchement, le postnatal, l'allaitement. Et donc, il y a beaucoup de doulas qui animent des tentes rouges aussi. D'accord, donc en conclusion, c'est de garder son cœur ouvert, c'est la conclusion
de votre livre? Oui, bien sûr, puisque justement, voilà, tout ce chemin, c'est un chemin pour aller connecter la puissance qui se trouve dans sa vulnérabilité, donc dans ce cœur ouvert. Et qu'est-ce qu'on fait de cette ouverture, des blessures qui sont là, et du coup de notre capacité à chaque jour créer celle qu'on a envie de devenir. Est-ce que ça devient un peu addictif, ces tentes rouges, de retrouver ces cercles de femmes? Est-ce qu'on peut les quitter aussi facilement qu'on y est rentré? Je sais pas. Je vois des femmes, en tout cas, qui reviennent depuis de longs mois, voire de longues années dans ces espaces. Donc, et qui partent et qui reviennent. Et qui partent et qui reviennent, oui. Est-ce qu'il n'y a rien qui lie les gens? Non, voilà, il n'y a pas d'engagement. Il n'y a pas d'engagement. Une citation pour terminer l'émission, quelque chose, une citation qui vous viendrait... Ces tentes rouges, au départ, elles viennent d'Amérique quand même. Oui, elles viennent d'Amérique. Elles viennent, voilà, il y a plusieurs femmes qui ont créé des mouvements de tentes rouges aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a énormément de tentes rouges. Il y en a beaucoup plus qu'en France. Donc, je crois qu'on a un potentiel pour créer des cercles qui est important et qui, du coup, moi, vraiment, je me dis que ça peut transformer la manière dont on fait société. C'est ça aussi l'enjeu de ces espaces. Et la citation? Non, je sais pas, vous me posez une colle. Il n'y en a pas une au début de votre livre, non? Si, c'est celle d'Annick de Souzenel que vous avez nommée tout à l'heure. Voilà, la rencontre avec le féminin, c'est la rencontre avec le mystère des choses. C'est pas l'acquisition d'un savoir. Je vous remercie, Camille Sfez. Merci à vous, Joël. Beaucoup. Très bonne continuité de Tente Rouge. La prochaine, c'est à quelle date? Le 8 et le 14 juin. À Paris. À Paris. Tente Rouge, Paris. De Paris.fr. Merci beaucoup. Merci à vous. Sur les 98 MHz de la bande FM, chargez-vous en ondes positives.